On parle beaucoup de nous, on nous montre du doigt. Mais finalement, c'est parce qu'on ne nous connaît pas. Les chasseurs ont mauvaise réputation. Très mauvaise réputation. Dire que nous sommes les premiers écologistes de France, que nous vivons la nature de l'intérieur, ne suffit plus au regard de l'ampleur de la désinformation et des attaques dont nous sommes victimes. On est tellement mal compris. On se fait grignoter nos traditions et nos valeurs et ça m'est intolérable. Vous êtes en train de me dire que c'est vous, les chasseurs, qui êtes victimes de violences ? Ah mais bien sûr, et beaucoup. On a un peu marre d'être caricaturé comme on l'est. Franchement, on le mérite pas. Les gens, ils critiquent sans savoir. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas venus voir ce que c'était qu'une chasse. Nous ne sommes ni des sauvages, ni des abrutis. Les chasseurs en ont gros sur la patate. Mais on l'avait pas déjà dit ça? Ah si, on l'a dit là. Les chasseurs à courre en ont gros sur la patate. Mais du coup, ils en ont toujours gros sur la patate. Ah bah carrément, je te fais un résumé. Des sondages montrent que les idées anti-chasse progressent dans le pays et que l'image des chasseurs auprès du grand public est particulièrement mauvaise. Leur nombre a été divisé par 2 en 40 ans et ils peinent à renouveler leurs effectifs. En parallèle de ça, des pétitions viennent régulièrement demander des réformes, voire l'interdiction de la chasse. Si bien qu'aujourd'hui, cette tradition française est menacée. Effectivement, nous devons combattre ça au nom tout simplement de notre art de vivre. Notre art de vivre, c'est la chasse. D'après Willy Schrehen, président et porte-parole de la Fédération nationale des chasseurs, cette mauvaise presse, elle vient pas de nulle part. On a eu un énorme problème pendant des années et on m'a appris ça étant gamin avec ma chasse et ma campagne. Pour vivre heureux, il faut cacher. C'était une énorme erreur. Se cacher a suffi pendant un temps. Mais les choses ont commencé à se corser à mesure que la cause animale progressait dans le débat public. Si bien qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de l'éviter. La société, elle est animée par la notion de bien-être animal, par le véganisme. Donc ce sont des tendances lourdes, fortes. Les chasseurs ont fini par se rendre compte que leur stratégie du pour vivre heureux, vivons cachés ne fonctionnait plus et qu'il fallait qu'ils revoient en profondeur leur méthode de communication. Je pense qu'on n'a pas expliqué correctement les choses. Voilà, on a eu cet adage de dire on va vivre caché pour être heureux. Ça fait 50 ans que ça dure et on s'est mis en marge de la société. Pour les chasseurs, s'il y a débat, c'est parce que c'est facile d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est en se cachant qu'on n'est pas compris, on n'explique pas les choses, les gens ne comprennent pas. Et quand on ne comprend pas quelque chose, on s'y oppose. Et comme les chasseurs n'ont jamais vraiment communiqué sur la chasse, les non-initiés ne la connaissent qu'à travers les dires des anti-chasses, qui ne seraient pas représentatifs de la réalité, voire mensongers. En tout cas d'après les chasseurs. On l'avait pas déjà dit, ça aussi? Les chasseurs en ont ras-le-bol de l'image caricaturale qui est faite de leur comportement par les associations anti-chasse. Contre-vérité et informations erronées sont régulièrement diffusées par nos détracteurs, sans que nous réagissions. C'est sûr qu'être systématiquement associé au sketch des inconnus, ça doit pas être très agréable. Il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. Du coup, la solution à leur problème est simple, être transparent, authentique et sincère. Montrer la chasse telle qu'elle est vraiment pour changer leur image auprès du grand public et se rendre un peu plus sympathique. Vous avez décidé de plus vous laisser faire en fait. Et puis surtout d'expliquer les choses. J'ai toujours dit, la chasse doit être expliquée, elle doit même pas être défendue. Pour rectifier le tir, le président des chasseurs a multiplié par 20 le budget de la communication de la Fédération nationale des chasseurs, le passant de 50 000 à 1 million d'euros. Une vraie réussite, j'ai dépensé sans compter. Cet argent a servi à produire 11 vidéos, dont 2 ont été diffusées à la télévision pendant environ un mois sur des grandes chaînes privées comme TF1, M6 ou encore CNews, faire des campagnes d'affichage dans les métros et les abribus des grandes villes de France et payer la création d'un nouveau site internet. Et probablement d'autres choses. Résultat, en seulement quelques années, les chasseurs se sont imposés dans le débat public et aujourd'hui, on les voit partout. J'en ai rien à foutre de réguler. T'as pas compris qu'on prend du plaisir dans l'acte de chasse? À tuer. Ça en fait partie. Après avoir entendu ce genre de choses, on s'est dit qu'on allait jeter un petit coup d'œil en coulisses, histoire de vérifier si les chasseurs sont aussi transparents, sincères et authentiques qu'ils le disent. Si on a décidé de faire cette vidéo, c'est parce qu'on s'est aperçu, après avoir étudié la communication des chasseurs, qu'ils avaient beaucoup de choses à cacher et notamment des choses assez graves. On s'y met juste après le générique. Salut à toi l'ami chimpanzé et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la communication officielle des chasseurs. Pour expliquer leur passion au grand public, en plus de leurs nombreux passages à la télévision, les chasseurs ont réalisé 4 campagnes de publicité dont ressortent 2 thématiques majeures. La chasse, c'est le fun, et les chasseurs sont plus écolos que les écolos. Tout a commencé en 2018, il y a 4 ans. C'était tout nouveau. Jamais les chasseurs n'avaient communiqué à si large échelle. Des affiches placardées dans les plus grandes villes de France, comme Paris, Lille, Toulouse ou encore Marseille, 10 émissions envoyées à plus de 850 radios locales, et enfin un film émotionnel diffusé sur les réseaux sociaux. Leur slogan, les chasseurs sont les premiers écologistes de France, et on peut le prouver avec des faits scientifiquement vérifiables. Alors pourquoi pas, mais c'est pas parce qu'on croit très fort en quelque chose que c'est vrai. Le Titanic va sombrer. Mais ce paquebot ne peut pas couler.
Du coup, comment est-ce qu'ils justifient être les premiers écolos de France? Leur pub les présente comme des scientifiques experts de la nature et des animaux qu'ils aiment et qu'ils protègent de tout leur cœur. Ils seraient également tous bénévoles et consacreraient plus de la moitié de leur temps à entretenir les habitats de leurs proies. Cela fait d'eux les premiers écologistes de France. Et d'ailleurs, d'après leur président, la nature ne survivrait pas longtemps sans eux. Retirer la chasse, c'est faire mourir à petit feu la nature. Retirer les hommes de la nature, c'est faire mourir à petit feu aussi la nature. Mais non! C'est parti pour une petite séance de fact-checking. On peut lire sur cette affiche que les chasseurs participent bénévolement à la sauvegarde de l'habitat de cet oiseau. C'est également une idée que l'on retrouve dans leur film émotionnel. Si on s'arrête là, on peut se dire que les chasseurs sont des protecteurs désintéressés de la nature, ce qui est excellent pour leur image. Commençons par décortiquer leur affiche. C'est vraiment très intéressant qu'ils aient choisi de mettre en avant cette espèce d'oiseau en particulier parmi les quelques 600 existants en France. Son petit nom, c'est la barge à queue noire, un oiseau qui appartient à la liste des espèces chassables, mais qui est actuellement protégée par un moratoire. Elle n'est pourtant pas hors de danger, car cette protection n'est que momentanée. Pourquoi? Parce que je suis chasseur. S'il y a un moratoire pour interdire sa chasse, c'est parce que la barge à queue noire est classée comme espèce vulnérable en Europe et que des associations écolos, comme la Ligue de protection des oiseaux, se battent chaque année contre les chasseurs pour faire sortir les oiseaux les plus menacés de la liste des espèces chassables. Mais les chasseurs veulent faire sauter cette interdiction. Et les barges avec? Car pour les officiels de la chasse, il n'y aurait aucun problème à prélever 210 barges par an, car ça ne nuirait pas à l'espèce. Il n'y a, par définition, pas besoin de réguler une espèce vulnérable. Du coup, pourquoi est-ce que les chasseurs tiennent tant que ça à vouloir tuer ces quelques individus? Pour t'expliquer tout ça, on va d'abord te présenter un document qui sera assez important pour le reste de la vidéo. Il s'agit du rapport d'une mission parlementaire signée par Alain Péréa, ex-député LREM, et Jean-Noël Cardou, sénateur. Dès que son agenda le permet, Alain Péréa troque le costume de député pour la tenue complète du chasseur. Quel type de chasse pratiquez-vous? Je pratique encore tous les types de chasse. Deux personnes qu'on pourra difficilement accuser d'être anti-chasse. Ce document nous apprend énormément de choses très intéressantes. Par exemple, dans les années 50, on chassait surtout de petits animaux, il n'y avait pas beaucoup de grands mammifères en France, au point que tuer un sanglier était quelque chose de plutôt rare. Aujourd'hui, la situation a bien changé, on est passé de moins de 50 000 sangliers tués par an en 1973 à plus de 800 000 en 2020, soit 16 fois plus en 50 ans. That escalated quickly. Et si on en est arrivé là, c'est pas par hasard, c'est une volonté des chasseurs. Encouragés par l'État, ils ont mis en place des protocoles pour s'assurer que certaines espèces prolifèrent, par exemple en ne tuant pas les femelles, ou en organisant des lâchers d'animaux, ou en les nourrissant pendant l'hiver pour augmenter leur taux de survie. Qui donne à manger l'hiver quand les perdreaux ont faim et les oiseaux ont faim? Qui va leur apporter à boire quand il y a des canicules? Bon, bien sûr, d'autres facteurs comme l'évolution de l'agriculture ou le dérèglement climatique ont participé à l'augmentation du nombre de grands mammifères en France. Mais ça n'a pas empêché les chasseurs de continuer leur processus de repeuplement. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont mis autant d'efforts dans le repeuplement des forêts par les grands mammifères? En 1952, une épidémie de myxomatose, maladie mortelle pour les lapins, a considérablement réduit leur nombre. Les chasseurs se retrouvent donc avec beaucoup moins d'animaux à tuer, car comme on l'a vu, il y avait très peu de grands mammifères à l'époque. Sauf que, pour pouvoir chasser, il faut des proies. Plus de proies, plus de chasse, plus de chasse, plus de chasseurs, plus de chasseurs. Pas de palais. Le monde de la chasse ne cesse de perdre en effectifs, et s'il y a bien une chose qui accélérerait le processus, c'est de ne pas avoir assez de proies à tuer pour tout le monde. Les chasseurs désespérés ont donc mis en place une nouvelle stratégie, entretenir leur capital synégétique. J'ai repéré un faon qui est l'animal que je dois prélever. C'est mieux que de tirer les daines qui donneront naissance à de nouveaux fauns chaque année. On ne touche pas au capital, mais seulement aux intérêts. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Synégétique, ça veut juste dire que c'est quelque chose qui se rapporte à la chasse. Et pour ce qui est du capital, les chasseurs ne considèrent pas les animaux qu'ils traquent comme des individus, mais comme des ressources renouvelables. Moi, je préfère manger des animaux que je prélève dans la nature dans un cadre précis, en prenant les dividendes mais jamais en touchant le capital. Schrein compare la taille d'une population animale à un compte en banque dont il ne toucherait que le dividende. Il s'assure que lui et les autres chasseurs ne tuent pas trop d'individus et maintiennent un espace où les animaux puissent se reproduire de façon à pouvoir continuer de chasser l'année prochaine. Soyons cyniques un moment. Les chasseurs veulent avoir du gibier. Pour qu'il y ait du gibier, il faut qu'il y en ait. Donc ils ont tout intérêt à protéger le gibier, justement. Ça me paraît d'une logique imparable. L'ambition, c'est gérer un espace. Pourquoi? Pour avoir des espèces. La chasse, c'est quoi? C'est qu'on écrète quelques individus d'une population sans mettre à mal le statut de cette population et pouvoir se le permettre tous les ans. Une autre raison pour laquelle les chasseurs veulent repeupler, c'est que tout ça représente énormément d'argent, des milliards, et par là même un poids politique important. C'est qui votre candidat?
Ah ben je vais attendre quelques jours pour vous le dire. On le voit à chaque scrutin, mais les chasseurs représentent un électorat très courtisé. C'est quelque chose qui ressort d'ailleurs dans le rapport Perea-Cardou. Les fédérations des chasseurs ne souhaitent pas une réduction sensible des populations de sangliers, qui provoquerait une nouvelle chute du nombre de porteurs de permis. Elles en redoutent les conséquences financières et politiques, avec la perte d'influence du monde cinégétique déjà attaqué sur plusieurs fronts. Hésite pas à sortir ces citations quand les chasseurs te parleront de régulation. Il est donc logique que les responsables du monde cinégétique mettent tout en œuvre pour satisfaire les chasseurs restants en ayant suffisamment d'animaux à tuer, afin de garder l'activité attractive et les inciter à renouveler leurs cotisations. Chaque chasseur qui part représente donc une perte de pouvoir financier et politique. Et si demain la chasse s'effondre, des gens comme Willy Schrein n'auront plus de levier politique. All who gain power are afraid to lose it. Pour en revenir à notre barge à queue noire, parce que c'est quand même d'elle dont on parlait au début. C'est sûr que c'est pas 210 individus qui changeront grand chose pour les chasseurs, mais c'est l'effet boule de neige et les interdictions en chaîne que ça entraînerait qui leur fait peur. C'est pourquoi elle fait partie de leur programme de gestion du capital cinégétique. S'assurer qu'elle puisse continuer de se reproduire et donc augmenter sa population est le meilleur moyen de la faire sortir de la liste des espèces protégées, et donc de pouvoir continuer de la chasser. Et c'est également un excellent moyen d'éviter de voir d'autres espèces, comme la barge rousse, qui partagent beaucoup de points communs avec la barge à queue noire et qui, elle, est toujours chassable, de rentrer dans cette liste. Conclusion, si les chasseurs préservent l'habitat de la barge à queue noire et de plein d'autres animaux, c'est par intérêt. Ça leur permet de s'acheter une image auprès du grand public, de s'assurer de la pérennité de leur passion, de leur financement et de leur poids politique. Contrairement à ce que laissent entendre leurs pubs, ils ne font absolument pas ça pour le bien-être de ces animaux, puisque leur objectif à terme, c'est quand même de les tuer. Évidemment, dit comme ça, tout peut avoir l'air négatif. Revenons à l'affiche. En bas à gauche, on peut lire que c'est via une fondation créée et financée par les chasseurs qu'ils protègent ces animaux, notamment en investissant chaque année des centaines de milliers d'euros pour acheter du terrain. L'objet même de la fondation, c'est d'acquérir des espaces naturels partout en France. La fondation est directement liée aux fédérations départementales, puisqu'elle est financée par les fédérations départementales des chasseurs. En plus de 30 ans d'existence, cette fondation a acheté dans les 6000 hectares de terrain pour en faire des réserves. Et quand tu penses à une réserve, il y a de fortes chances pour que la première chose qui te vienne en tête, c'est que la chasse y est interdite. Eh ben non! Ces territoires, contrairement à une idée souvent reçue, on peut s'y promener, on peut parfois y chasser. Il existe plusieurs types de réserves, et elles ne se gèrent pas forcément de la même façon. Par exemple, il ne faut pas confondre les réserves naturelles, régionales ou de Corse avec les réserves de chasse et de faune sauvage, qu'elles soient nationales ou non. Ce sont ces dernières que crée la Fondation, des réserves de chasse achetées par les chasseurs avant de leur en laisser la gestion. Et avec cet argent, on achète des territoires. Ces derniers sont laissés en gestion par la suite aux fédérations départementales concernées. Ces terrains qu'achètent les chasseurs sont choisis pour leur qualité cinégétique. Un bon exemple, c'est le lac de Grandlieu. Il est ce qu'il est aujourd'hui, puisqu'on a eu des familles de chasseurs qui ont voulu le conserver. Et si ces 2 ou 3 grosses familles n'avaient pas trouvé l'intérêt cinégétique, aujourd'hui le lac ne serait pas le lac qu'il est aujourd'hui. Cet endroit a été acheté et donc préservé parce que de riches chasseurs trouvent les animaux qui y vivent intéressants à tuer. On peut parfois y chasser. Ce parfois est important, car comme les chasseurs se voient comme les gestionnaires de leur capital cinégétique, l'intérêt de ces réserves est de leur permettre d'avoir un grand contrôle sur les individus qui y vivent, et ainsi de favoriser leur reproduction afin de s'assurer d'avoir des animaux à tuer pour l'année prochaine. Ils vont donc, dans certaines réserves et pendant un certain temps, interdire d'eux-mêmes la chasse de certaines espèces, ou en tout cas en réduire drastiquement les quotas de prélèvement. Et une fois que les populations ont augmenté, voilà pour les réserves de chasse. Mais qu'en est-il des autres? Les réserves naturelles, nationales ou régionales, les animaux y ont-ils la paix? Dans la théorie, les réserves naturelles ne sont pas chassables, mais dans les faits, elles le sont. À divers degrés. On te laisse de la documentation en barre d'infos si tu veux en savoir plus. Maintenant qu'on sait pourquoi ils préservent les habitats, on va voir comment ils les préservent. Les chasseurs n'achètent pas du terrain pour le laisser à l'abandon, et si on en croit leur pub, ils le gèrent pour le bien commun. Mais on a repéré quelques subtiles différences entre leur discours et la réalité. Sur cette affiche et via leur clip, la FNC essaie de faire passer l'idée qu'on ne peut pas être chasseur sans être bénévole écolo. Sauf que si jamais on regarde leurs propres sources, on peut se rendre compte que plus d'un chasseur sur 2 ne fait pas de bénévolat. Donc, il est parfaitement possible d'être chasseur sans être bénévole. Oh ben ça c'est une surprise! Par contre, on peut C'est ma voix ça? Être bénévole et écolo sans jamais chasser. En plus, le bénévolat que font les chasseurs consiste pour beaucoup à tuer des animaux par piégeage ou à faire des actions qui servent directement la chasse mais pas particulièrement l'environnement. Au début, on avait prévu de rentrer dans le détail pendant 10 minutes, mais on s'est rapidement rendu compte que... Boring. Donc du coup, on t'a laissé les sources en description si jamais tu veux le développement. Voilà. Mais il y a quand même un point qui mérite d'être développé dans ce chapitre. Hormis pour le piégeage, le bénévolat des chasseurs ne nécessite pas de chasser. Du coup, si jamais demain on leur interdit de tuer des animaux, rien ne les empêcherait de continuer à bénévoler pour l'environnement.
Mais le ferait-il? Voilà une excellente question. Un événement récent nous fait penser que non. L'interdiction pour 5 ans de la chasse au grand tétras. Voici la réaction des chasseurs locaux. Rappelez qu'ils investissaient entre 100 et 150 000 euros par an dans sa protection et qu'en interdisant sa chasse, le Conseil d'État vient de se priver de leur service. La préservation des grands tétras n'a donc de valeur aux yeux des premiers écolos de France qu'à partir du moment où ils peuvent les tuer. S'ils faisaient vraiment ça pour aider les animaux ou dans une démarche environnementale, alors il n'y aurait aucune raison qu'ils arrêtent de préserver cette espèce. Pour lutter contre les plantes invasives, pour planter des haies ou des arbres, donner de l'argent pour préserver les espèces ou pour protéger les zones humides, il n'y a pas besoin de fusil ou d'arc. Pour conclure, moins de la moitié des chasseurs fait du bénévolat qui consiste en grande partie soit à tuer directement des animaux, soit à maximiser leur nombre de proies et la facilité à les chasser. On est très loin de l'image de gardien désintéressé de la nature que les chasseurs essayent de se donner dans leurs pubs. Très. Bien. Maintenant que nous savons pourquoi les chasseurs font du bénévolat et comment est-ce qu'ils le font, on va voir comment est-ce qu'ils le légitiment. Nous sommes des amoureux de la nature. On la comprend, on la ressent, on la connaît par cœur. Nous sommes chasseurs. S'il y a bien une idée que les chasseurs essaient de mettre en avant, c'est qu'ils sont tous des experts de la nature et des animaux, et que la biodiversité et les chasseurs, c'est une évidence. Mais c'est quand même fou que tu connaisses tout ça. T'as été recueilli par une famille d'oiseaux ou quoi? Car pour être chasseur, il faut passer du temps dans la nature, et quand on passe du temps dans la nature, on finit par bien la connaître. Je connais tout ça parce que je suis chasseur. La boucle est bouclée. Dans leur clip de 2022, la Fédération nationale des chasseurs met en avant le fait qu'ils ont reçu un agrément au titre de protection de l'environnement, ce qui est une reconnaissance étatique. Si les chasseurs mettent cette information en avant, c'est qu'ils considèrent que c'est un argument en leur faveur. Pourtant, la FNC n'est pas la seule à avoir reçu cet agrément. Il y a 47 autres associations qui l'ont eu et qui ne pratiquent aucune activité liée à la chasse, comme l'ASPAS, One Voice, l'OPI ou la LPO. On a un agrément biodiversité pour les fédérations. On est reconnu au même titre que la LPO, au même titre que d'autres structures. Des associations qui pointent d'ailleurs régulièrement du doigt les dérives des chasseurs. Donc il est parfaitement possible, et c'est même la norme, de recevoir un agrément au titre de protection de l'environnement sans jamais pratiquer la moindre action de chasse. Être chasseur n'est pas indispensable pour être écologiste, et ce qu'ils font pourrait être accompli par des non-chasseurs. On va quand même essayer de sauver les chasseurs avec le seul truc qui pourrait encore légitimer leur pratique, la science. On avait dit pas la science! Dans son film émotionnel, la FNC nous montre des images magnifiques, de paysages, d'animaux, de gens qui font des relevés scientifiques. Leur credo, connaître, étudier, protéger, aimer. Que du bonheur. Et le fameux slogan, les chasseurs, premiers écologistes de France. Cette mise en scène laisse entendre que les gens que l'on voit à l'écran sont des chasseurs et que ce qu'ils font est représentatif de la chasse. Jusqu'à présent, la FNC s'était contentée de présenter les chasseurs comme de super bénévoles. Maintenant, c'est carrément des scientifiques. En admettant que ce soit bien des chasseurs qu'on a vus à l'écran, la FNC a choisi de mettre en avant une des activités les moins représentatives de la chasse. Voyons quel est le niveau scientifique des chasseurs. Pour passer son permis, il suffit d'avoir 15 ans révolus, d'avoir passé avec la fédération du coin au moins une formation théorique et une formation pratique, qui durent en moyenne chacune une demi-journée, et de ne pas être interdit de port d'armes en France. On te fera sûrement une petite vidéo pour te montrer en quoi consiste exactement le permis de chasse. Pour résumer, il y a 4 épreuves pratiques à passer, et toutes ont un rapport avec la sécurité. Pas une seule n'est dédiée à leur efficacité au tir. Autrement dit, tu peux être un très mauvais tireur, avoir loupé toutes tes cibles et quand même obtenir ton permis à partir du moment où tu as respecté toutes les consignes de sécurité. Cherchez pas à tout prix à vous focaliser sur casser ou non le plateau, on s'en fout, c'est pas une performance au tir, il faut juste respecter les consignes de sécurité. De toute façon, il n'y a pas de réussite au tir, donc casser un plateau ne vous apportera pas de points. Pour la partie théorique, il n'y a que 10 questions, dont 3 en moyenne sont consacrées à la biodiversité. Le reste, c'est sur la sécurité à la chasse, les munitions, les lois, etc. Les questions dédiées à la biodiversité ne concernent qu'une poignée d'animaux, c'est-à-dire les 91 espèces chassables, plus quelques autres qui sont protégées. Les questions posées à leur sujet sont très basiques, ça peut être le nombre de petits par portée, la période de rut, la durée de la couvaison, à quelle espèce appartient cet animal. Et vu qu'il suffit d'avoir 25 points sur 31, un candidat peut ne rien connaître de la biodiversité et quand même devenir chasseur. Ce qui est confirmé par le fait que tu puisses avoir toutes les connaissances nécessaires pour passer ton permis de chasse en seulement quelques heures. Et si les connaissances requises sont aussi limitées, c'est parce que le principe majeur de la chasse, c'est juste de tuer des animaux. À partir du moment où tu es capable de les reconnaître et de pointer un fusil dans leur direction, et de ne pas tirer sur les humains, ben tu peux chasser. Pas besoin d'être un scientifique pour ça. Certains chasseurs diront que c'est le fait de chasser et de passer du temps dans la nature qui leur permet d'apprendre à la connaître et d'acquérir des connaissances sur le sujet. Ça, c'est un pouillot véloce. Plus compliqué, je dirais une pie bavarde, un peu comme toi. Et celui-là? Ça, c'est facile, c'est une huppe faciée. Je connais tout ça parce que je suis chasseur. Il dit qu'il voit pas le rapport. Ici, une seule des 3 espèces citées peut être légalement tuée en France.
la pie bavarde. Et c'est avec une pie bavarde, le seul animal qu'il peut tuer, qu'il décide de comparer son croche. Une pie bavarde, un peu comme toi? De toute façon, dire que passer du temps en forêt ou dans les champs fait de toi un expert de la nature et des animaux, c'est un peu bizarre. C'est comme dire que tu es un expert du corps humain parce que ça fait longtemps que tu en occupes un. Il n'est pas nécessaire d'être chasseur pour pouvoir passer du temps dans la nature, lire des livres, observer les animaux ou faire des études sur le sujet. D'ailleurs, quand on chasse des animaux, la plupart du temps, ce qu'on peut voir d'eux, ce sont des comportements de fuite, de panique, de combat éventuellement, mais ce n'est pas du tout représentatif de leur richesse comportementale. Oui, mais des fois les chasseurs ils vont à la chasse et ils tirent pas. Ils se contentent d'observer, ou alors ils observent longtemps avant de tirer. C'est bien ce qu'on dit, il n'est pas nécessaire d'apporter une arme pour observer la nature et les animaux. Le fait de tirer ne nous apprend rien de plus sur l'animal, si ce n'est sa réaction quand on essaye de le tuer, qu'un projectile traverse son corps, ou combien de temps il peut survivre en fonction de l'organe touché. Il y a une différence énorme entre un affût de chasseur et un affût non létal. Parce qu'une personne qui cherche à observer un animal sans intention de le tuer profitera de chaque instant passé avec lui et fera très attention de ne pas le perturber jusqu'à ce qu'il s'en aille. Mais le chasseur, lui, est venu pour tuer. Plus le temps passe, et plus sa proie a une chance de s'enfuir. C'est d'ailleurs ce que nous avons pu observer dans les très nombreuses vidéos que nous avons vues sur la chasse. À moins que l'animal ne soit protégé, ou trop petit, ou trop jeune, etc., les chasseurs vont tirer dès que les conditions sont favorables pour éviter l'échec. Et du coup, on va même aller plus loin. Et si le fait de chasser était au contraire un frein à la compréhension de la nature et des animaux? Petit exemple. Willy Schran, président des chasseurs et donc leur représentant officiel, chasse depuis qu'il est tout petit. C'est un animal, il peut se reproduire, il peut manger, c'est tout. C'est un être vivant qui peut avoir, alors je sais pas, des sentiments, mais des réactions, des émotions. Je pense que vous allez loin dans les émotions, c'est pas tout à fait comme ça. C'est pas de l'émotion. Bien sûr, j'essaie d'être... Ni de l'empathie, ni de la sensibilité. C'est du déni de science. Pas la science! Aujourd'hui, il est très largement prouvé que les animaux qu'ils chassent ont des émotions, mais également des expériences de vie subjectives, qu'ils ont des objectifs de vie, qu'ils peuvent ressentir la douleur. En bref, ils sont sentients. Certains chasseurs peuvent évidemment avoir des connaissances très poussées sur certains animaux ou certains biomes, mais ce ne sera pas grâce à la chasse. Chasser ne fait pas de toi un scientifique, et tout ce qui te permet d'en savoir plus sur la nature et les animaux ne nécessite pas d'être chasseur. Au contraire. Et le fait qu'un certain nombre de chasseurs ne soient pas des experts est d'ailleurs un fait connu des fédérations de chasse. Mais ce n'est pas fini. Afin de démontrer l'apport de la chasse à la nature et à la science, la FNC a fait appel à un cabinet d'études économiques indépendant, en insistant bien sur son aspect indépendant. L'idée c'est de montrer que c'est de la vraie science, sans conflit d'intérêt. Sauf que quand on jette un œil au comité de pilotage de l'étude, on retrouve très majoritairement des membres de fédérations départementales de chasse, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et de la Fédération nationale des chasseurs, dont Willy Schran. Ok, mais ça suffit pas pour dire que c'est pas bien. En effet, qu'il y ait de très probables conflits d'intérêts ne suffit pas à rejeter un travail. Ce sont des points de méfiance qui doivent nous pousser à être plus prudents et prudentes quant aux résultats de cette étude. Mais ce n'est pas le seul souci. Le vrai problème, c'est qu'elle n'a pas été publiée dans une revue à comité de lecture. Donc, il n'y a pas eu de vérification extérieure faite par des scientifiques réellement indépendants et surtout ayant une expertise dans le sujet. Et même si quelqu'un voulait le faire sur son temps libre, eh bien ce ne serait pas possible, car il est précisé au début du document que la méthode employée par le BIPE pour faire ses calculs est soumise à une diffusion limitée. Seuls les chasseurs peuvent y avoir accès s'ils veulent répliquer le processus sur leur territoire, et qu'ils ne la partagent pas. Donc on est obligé de les croire sur parole, finalement. Enfin, ils ont précisé en introduction qu'ils ont pris en compte les aspects positifs et négatifs de la chasse. Mais il n'est pas fait mention une seule fois du plomb dans tout le document. Et le plomb, c'est un peu un fondamental quand tu parles de l'impact de la chasse sur la biodiversité. Tout ça, et d'autres trucs encore, nous font penser que cette étude n'a pas grande valeur. Et voilà pour le BIPE. Mais si on regarde leur affiche, on peut voir que l'étude se base sur les recherches de 3 instituts. On regarde ça tout de suite. La FNC participerait à des études scientifiques via 3 organismes, l'ISNEA, l'IMPCF et le GIF. Je te raconte pas la galère que c'est quand tu fais des recherches sur internet sur un truc qui s'appelle le GIF. On dit le GIF ? Ces organismes ont servi de caution scientifique au BIPE, l'étude dont on parlait juste avant. Voyons voir ce que ça donne. L'ISNEA est un institut dont le siège est basé à la Fédération de chasse du Nord-Pas-de-Calais et dont le fondateur est Willy Schran, président des chasseurs. Voilà où nous mène le GPS, à l'adresse du laboratoire. Bienvenue à la Maison de la Chasse et de la Nature, Fédération des chasseurs du Nord-Pas-de-Calais. Il est très largement financé par des organismes de chasse. Son objectif serait de créer des programmes scientifiques de haute valeur. Lesquels ? On sait pas. Ils ont rien publié depuis 2019 et a priori rien dans des revues à comité de lecture.
Pour en revenir au sujet, la FNC affirme que l'ISNEA participe à des études scientifiques. Pourtant, en 10 ans d'existence, l'Institut n'a rien publié dans des revues indépendantes et nous n'avons pas trouvé d'études se basant sur ses travaux. L'IMPCF, dont le conseil d'administration est composé de plein de présidents de fédérations de chasse. Parmi leurs travaux, on peut retrouver le soutien d'une thèse dont le but avoué est de faire reconnaître le rôle du chasseur dans le maintien de la biodiversité. C'est dans ce cadre qu'il nous appartient de faire reconnaître le rôle du chasseur gestionnaire dans l'entretien des espaces et des aménagements, mais surtout de démontrer qu'en tant qu'acteur, le chasseur participe toujours et encore à la sauvegarde de la nature, à la reconquête de la biodiversité. Partir du principe que les chasseurs protègent la nature et essayer de le prouver par n'importe quel moyen, c'est la meilleure façon de faire de la mauvaise science. Et cerise sur le gâteau, devine qui fait partie du jury pour la soutenance de la thèse ? Willy Schraen, président des chasseurs. J'ai hâte, bien sûr mes amis, d'être au jury de soutenance de cette thèse, comme invité et chasseur, évidemment. Même s'il n'a que le statut d'invité et qu'il n'a pas de rôle décisionnel officiel dans l'obtention de la thèse, penser que sa présence n'aurait aucun impact sur l'orientation de l'étude nous semble peu parcimonieux. Surtout quand on sait que le doctorant est chargé de mission pour l'IMPCF. Faudrait pas fâcher le patron. Et sinon, l'IMPCF n'a rien publié dans des revues scientifiques. Mais il a fait beaucoup de synthèses sur comment bien réussir son repeuplement de perdrix pour la chasse. Et enfin, le GIF, qui a pour partenaire financier 13 fédérations de chasse et dont l'objectif avoué est de permettre une utilisation rationnelle des colombidés et un maintien des pratiques de chasse. Comme on l'a déjà vu, chercher à faire valider son hypothèse de départ est un excellent moyen de faire de la science de très mauvaise qualité. Et eux n'ont rien produit depuis 2011. Et quand tu jettes un œil à ce qu'ils ont produit, ce qui peut passer en premier lieu pour des études scientifiques ne sont en fait que des articles publiés dans Faune Sauvage, le magazine de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il n'y a pas de comité de lecture, ce n'est pas une revue scientifique, c'est juste un magazine pro-chasse. Pour résumer ce qu'on vient de voir, pour prouver l'apport des chasseurs à la science et à l'étude de l'environnement, le BIPE se base uniquement sur les productions d'instituts créés, gérés et financés par les chasseurs et n'ayant rien publié dans des revues sérieuses. Le fait qu'ils soient obligés de produire leur propre science et qu'ils ne citent pas d'études sérieuses pour soutenir leur thèse est plutôt inquiétant. Ça fait déjà pas mal d'infos, mais on va creuser un peu plus loin parce que les chasseurs se donnent quand même beaucoup de mal pour se donner une crédibilité scientifique et il nous semble important de montrer ce qu'il en est vraiment. Sur le site de la FNC, Willy Schraen se vante que les chasseurs ont participé activement à la science en finançant 5 études publiées dans des revues de référence. Petite précision, participer à une étude en produisant du contenu scientifique et participer à une étude en la finançant sont deux choses complètement différentes. Jetons un œil à ces fameuses études. Hormis un bref descriptif du sujet des études, on n'a aucune information sur les auteurs et autrices et un seul nom de revue de référence. Ça pue! Ça pue parce que quand t'es fier de quelque chose, tu le mets en avant jusqu'au bout et tu donnes les moyens aux gens d'aller vérifier. Mais une fois encore, les chasseurs demandent à être crus sur parole. Le nom des revues, on les a finalement trouvés dans un rapport d'activité destiné plutôt aux chasseurs. Sur les 5 études, 2 sont publiées dans une revue quasi inexistante sur Google Scholar. Et elle n'est reconnue comme revue par aucun des sites de classement officiel. Il s'agit d'Acorneo et c'est la seule revue nommée par les chasseurs sur leur site. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Si on cherche un tout petit peu, on apprend qu'Acorneo est une marque déposée par Natura Consta Robaz. Ou Natura Consta, je pense que ça se prononce comme ça. Le directeur de Natura Consta est Mathieu Bousse, ou Mathieu Boss, ils le font exprès, qui était également à l'époque le directeur scientifique de l'ISNEA. Vous vous rappelez, c'était l'institut fondé par Willy Schraen. Donc la seule revue qui est nommée par les chasseurs n'est pas scientifique et est tenue par un allié de la chasse. Nice. Pour ce qui est des 3 autres études, 2 ont été publiées dans des revues sous la médiane en termes de classement. La 3e est très bien classée en sciences animales et en zoologie et était au-dessus de la médiane en endocrinologie au moment de la sortie de l'étude. Toutefois, elle s'est vue récemment rétrogradée au 3e tiers. En gros, rien qui ressemble à une revue de référence. Et il y a encore une dernière chose à dire sur ces études, aucune d'entre elles ne démontre un apport bénéfique du monde de la chasse. Ce sont juste des études financées par les chasseurs. Du coup, pourquoi est-ce que la FNC investit de l'argent là-dedans ? Ça leur permet de s'acheter une légitimité, une crédibilité, une popularité et d'affirmer partout qu'ils participent à la science. Regarde, Total finance des études sur l'environnement, ils sont super écolos en fait. Et non, ce n'est pas parce qu'un organisme paye une étude qu'il est bénéfique pour le sujet de l'étude. C'est pas parce que les chasseurs payent des études sur les animaux qu'ils chassent que c'est légitime de chasser ces animaux. Et puis ces études, elles sont sur les canards, les oies cendrées, les tétralyres, les bouquetins, des espèces qu'ils chassent ou qu'ils aimeraient chasser. Ces études peuvent leur permettre de justifier leur quota d'animaux tués. Par exemple, celle sur le tétralyre indique qu'il y aurait eu des biais jusqu'à présent dans les comptages, ce qui aurait mené à une sous-estimation des populations de tétras. Mais du coup, s'il y en a plus, ils vont pouvoir en chasser plus. Pour résumer, les chasseurs sont incapables de nous fournir la moindre source réellement indépendante du monde de la chasse.
Et ils n'ont rien publié dans une revue à comité de lecture, ce qui est encore plus révélateur de leur absence de crédibilité. Pourtant, ça ne les empêche pas d'affirmer « Nous contribuons, quoi qu'on en dise, à la sauvegarde de la biodiversité. » Eh bien justement, il se trouve qu'il y a des gens vachement sérieux qui ont des choses à en dire. Le Conseil scientifique de l'Office français de biodiversité. Petite remise en contexte. Pendant longtemps, deux organismes coexistaient. L'Agence française pour la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Mais en 2019, les deux ont fusionné pour donner naissance à l'Office français de la biodiversité, dont l'un des vice-présidents et d'autres membres sont chasseurs. L'une des missions de l'OFB consiste à redistribuer l'éco-contribution. En gros, chaque fois qu'un chasseur renouvelle son permis pour 1 an, 5 € sont mis dans une cagnotte par les chasseurs et l'État en rajoute le double. Cet argent a vocation à être dépensé dans des projets de reconquête de la biodiversité proposés par les fédérations de chasse. Et vu qu'il y a environ 1 million de permis de chasse renouvelés chaque année en France, ça veut dire que l'État verse dans les 10 millions... Combien 10 millions... Combien 10 millions d'euros d'argent public aux chasseurs pour qu'ils fassent leur bail. Là où ça devient intéressant, c'est que l'OFB s'est doté d'un conseil scientifique qui a jugé bon de jauger la qualité des projets proposés, histoire de voir si l'argent du contribuable était utilisé à bon escient. Leur avis compte 2 pages. En gros, c'est de la merde. Soyez pas si catégorique non plus. Essayez de développer un peu. On y apprend que seulement 7% des projets proposés à l'OFB par les chasseurs sont refusés, alors que pour les autres organismes, c'est 50 à 70% de refus. Le problème, c'est que l'OFB a l'obligation de dépenser l'enveloppe de l'éco-contribution, et comme les chasseurs proposent très peu de projets, ils ne peuvent pas se permettre de les refuser pour être en règle. Et pourtant, il y aurait toutes les raisons de les rejeter. Les dossiers ne contiennent pas suffisamment d'informations pour pouvoir juger de leur pertinence. Quel est l'intérêt du projet? Quels sont les résultats attendus? Quelle est sa qualité scientifique? Quelle est sa faisabilité? Autant de questions qui resteront sans réponse car les chasseurs n'utilisent pas la méthode scientifique. Résultat, les projets proposés sont au mieux de très faible qualité et au pire vont carrément à l'encontre des missions de l'OFB. Le conseil scientifique estime d'ailleurs que les risques de produire des données erronées voire fausses sont particulièrement élevés. Enfin, il estime qu'il y a également un risque juridique pour l'OFB, car de l'argent public est dépensé dans des projets dont les montants ne sont pas justifiés. Si tu veux en savoir plus, c'est comme pour tout ce qu'on dit, source en description. Avec tout ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo, on voit bien que les chasseurs ne sont pas du tout les premiers écolos de France. Bon, et d'ailleurs, c'est quoi cet astérisque là à la fin? Vote des auditeurs RMC BFM TV Jean-Jacques Bourdin du 31 mai 2018. 60% oui, 40% non. Quoi? En gros, t'as l'autorité de régulation professionnelle de la publicité qui allait voir les chasseurs pour leur demander d'où ça sort, cette histoire de premiers écolos de France. Et pour se justifier, les chasseurs ils ont pu sortir qu'une seule et unique source, un sondage d'opinion dans l'émission RMC Les Grandes Gueules sur BFM TV. Du coup, en voyant ça, la RPP elle a demandé aux chasseurs de mettre un point d'interrogation à la fin de leur slogan et de mettre leur source sur l'affiche. Et voilà, c'est fini pour l'écologie des chasseurs, et je ne suis pas très convaincue, mais ils avaient un autre angle de communication, la chasse, c'est le méga fun. Alors, petite parenthèse, la vidéo que tu es en train de regarder est le fruit de centaines d'heures de travail. On a vraiment lu des milliers de pages, on a analysé des dizaines d'heures de vidéos, donc c'est vraiment un travail qui est très conséquent. Et si jamais tu trouves que ce qu'on fait est qualitatif, que ça vaut le coup, sens-toi libre de nous soutenir financièrement sur notre page Utip. Même juste 1 € par mois pourrait énormément nous aider, ça permettrait de sortir des vidéos plus rapidement et surtout qu'elles soient plus qualitatives. Et si jamais tu veux nous soutenir autrement, tu peux bien sûr partager la vidéo sur tes réseaux sociaux, lâcher un commentaire de soutien ou un like, évidemment. Merci beaucoup de ton aide. Merci. Les chasseurs nous ont presque convaincus qu'ils étaient écolos. Non, pas du tout, pas du tout. Maintenant, ils vont essayer de nous faire rire. En août 2020, une mini-série de 8 épisodes d'environ 1 minute est lancée sur YouTube. D'après Emmanuel Black-Belair, directeur de la communication de la FNC, cette campagne a pour objectif de faire mentir le sketch des inconnus en montrant de vraies personnes représentatives du monde de la chasse dans des clips qui se veulent réalistes. Le bail, c'est que d'abord, tu restes tranquille. Ouais. T'observes les autres, tu checkes les techniques, tout ça. Ouais. Et après seulement, tu peux te lancer, tu vois. Mais non. La FNC semble très fière du résultat puisqu'elle titre sur son site « 14 millions d'internautes ont vu la campagne digitale de la FNC ». Le nombre de vues n'est pas forcément un bon indicateur du succès d'une communication. Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment pas compris cette question. Alors, on peut pas couper parce que... Du coup, on te propose d'aller voir ce que ça donne, histoire de se faire une idée. Alors visiblement, la FNC a supprimé de YouTube, Twitter et Facebook l'intégralité de leur campagne, et ils n'ont pas du tout communiqué là-dessus. Heureusement, Internet est un monde formidable, et certaines personnes ont eu l'excellente idée de sauvegarder les pages YouTube qui hébergent les vidéos de la FNC. Petit bonus, ces captures datent de l'époque où le nombre de pouces rouges était encore public. Ces vidéos ont fait un nombre de vues impressionnant, c'est incontestable. Par contre, si on regarde le ratio,
Cette vidéo a même pas 300 likes pour 800 000 vues, c'est vraiment un ratio de... Surtout quand on sait qu'il y avait autour d'1 million de chasseurs en France lors de la sortie de ces vidéos. Et quand on regarde du côté des youtubeurs pro-chasse, on voit bien que ces gens sont parfaitement capables de signifier leur appréciation. La FNC essaie de nous faire croire que leur campagne de com est un succès, mais en réalité, il y a moyen qu'ils en aient bien honte. Ils se sont fait parodier par un des plus gros youtubeurs de France. Moi j'aime bien buter les animaux quoi. Avec un fusil, quand il passe, bam, je le shoot. Ouais, bah fais plus ça fait peur à tout le monde quand on parle, ok? Et ils ont même pas été soutenus par leur propre communauté, qui ne les a ni likés ni partagés. En vrai c'est dommage, parce que du coup on va même pas pouvoir les analyser. Sauf que nous, on a tout téléchargé. Parce qu'en vrai on est super fans. Et on va voir plus en détail qu'ils auraient bien raison d'en avoir honte. Toutes ces vidéos ont plus ou moins la même trame. Un personnage vient de découvrir la chasse ou la pratique depuis toujours et explique à l'autre personnage à quel point sa vie est plus intéressante que la sienne. Toi, tu passes tes journées devant la console à bouffer des kebabs. Niveau émotion, on n'est pas trop sur le même délire. D'après la FNC, ces vidéos sont censées être réalistes et loin des stéréotypes sur la chasse. Ok, voyons ça. Sur les 16 personnages de la web-série, on a une parité parfaite avec 8 hommes et 8 femmes, parité que l'on retrouve aussi au niveau des personnages qui chassent, 4 hommes et 4 femmes, 4 personnes de 55 ans et plus, et 12 de moins de 55 ans. Mais leur moyenne d'âge tourne plutôt autour des 30, et certains sont même beaucoup plus jeunes que ça. Pourtant, la démographie des chasseurs, c'est pas vraiment ça. Pour que ces pubs soient vraiment représentatifs de la population des chasseurs, il aurait fallu que plus d'un personnage sur 2 ait plus de 55 ans, et que parmi ceux qui restent, seuls 2 ou 3 aient moins de 34 ans. Et surtout, pour qu'il y ait une femme à l'écran, il aurait fallu qu'il y ait au minimum 40 personnages différents. Ce qui nous pose problème avec ces pubs, c'est pas qu'ils essayent de recruter des jeunes et des femmes. Ce qui nous pose problème, c'est qu'ils essaient de nous faire croire que c'est représentatif de la réalité. Parce que, en vrai, une réunion de chasseurs, ça ressemble quand même plutôt à ça. Mais le problème principal est encore plus évident. On ne voit aucune arme ni aucun animal être blessé ou tué. En 8 vidéos sur la chasse, il n'y a pas de scène de chasse. On aura juste la mention de la chasse à l'arc, dont la pratique nous sera présentée à travers des blagues dont on va te laisser juger la qualité. Ah, par contre, l'important, c'est de bien bander. Parfois, ça peut mettre des années pour vraiment maîtriser le bon geste. Je vais dans un bois, puis je fais ma petite affaire. Tu peux pas t'imaginer le plaisir que ça me procure. Ce que je suis en train de te dire, c'est simplement que j'aime la chasse à l'arc. Waouh! Tout est fait pour dédramatiser au maximum le sujet. Mais si on traduit, ce qu'elle vient de dire, c'est qu'elle prend un immense plaisir à tuer des animaux avec un arc. Tu peux pas t'imaginer le plaisir que ça me procure. On retrouve exactement le même problème dans leur campagne suivante, que ce soit dans la version courte diffusée à la télévision ou dans la version longue diffusée sur YouTube. La représentativité est aux fraises. On ne voit aucune arme à l'écran, pas de blessures, mais des animaux bien vivants, observés de loin par des chasseurs inoffensifs, le tout sur une petite musique qui prendra un tout autre sens dans notre prochaine vidéo. Pour rappel, les chasseurs affirment être transparents, sincères et authentiques. Mais si l'objectif de la FNC est de montrer la réalité de la chasse, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit à une seule scène de chasse en 9 vidéos? Ça me posait aucun problème de faire voir ce qu'on fait à la chasse, c'est qu'on n'a pas le droit de le faire voir. Voilà. Le président des chasseurs affirme qu'il n'a aucun problème avec le fait de montrer ce qui se passe à la chasse. Sauf que... Soyez réglo, je préfère en tuer quelques-uns tous les jours que de mettre une photo sur le Facebook avec une grosse tache bleue au milieu ou un chiffre formé avec les oiseaux. Voilà, je crois que c'est des choses qu'on ne peut plus voir aujourd'hui. Arrêtez de mettre ces photos sur Facebook qui nous font un mal considérable. Ensuite, ok, effectivement, une partie de chasse ne se limite pas qu'aux armes et aux animaux tués. Mais elle ne se limite pas non plus qu'à une randonnée. Parce que c'est bien de randonnée dont il est question dans ces vidéos. Pas besoin d'un épieu, d'un arc ou d'un fusil pour se lever plus tôt que tout le monde, pour faire une activité sportive de plein air avec son chien, passer du temps dans la nature avec sa famille ou ses amis, ou voir des animaux vivants. Tout ça, c'est possible en faisant de la randonnée ou des affûts, c'est-à-dire en observant les animaux de loin sans les déranger. Ce sont des plaisirs que l'on peut retrouver à la chasse, mais qui ne lui sont pas propres. Finalement, la seule différence entre un affût de chasse et un affût observationnel, c'est qu'il y en a un où tu vas avec un fusil pour tuer des animaux. Enfin, cette histoire de ne pas pouvoir montrer de scènes de chasse, c'est vrai à la télévision, mais pas sur YouTube, où ils ont pourtant mis leur version longue. Sur YouTube, il est parfaitement possible de montrer des armes, des tirs, des mises à mort, du sang et des boyaux dans le cadre de la chasse, comme nous le verrons d'ailleurs dans une prochaine vidéo. S'ils ne l'ont pas fait, ce n'est donc pas à cause du média de diffusion, mais parce que c'est ce qu'ils ont jugé préférable. Tu n'as rien vu, rien entendu. Et c'est pareil sur leur Instagram, qui est composé de très belles images d'animaux vivants, de paysages, de témoignages de chasseurs, de plateaux télé, mais qui ne montrent jamais d'images qui puissent choquer le public. Petit progrès quand même par rapport à leurs clips,
On peut voir des armes, mais jamais en train d'être utilisées. Le fusil est systématiquement cassé et hors d'état de nuire. Le reste de leur chaîne YouTube est beaucoup plus intéressant, car contrairement à leur Instagram qui vient d'avoir 2 ans, celle-ci date de 2012. On peut donc voir directement l'évolution de la communication des chasseurs. Si on regarde leurs dernières vidéos, on peut voir des montages d'animaux vivants qui font leur vie pépouse dans de très jolis paysages. Il y a également des extraits d'interventions à la télé ou des témoignages, et il faut remonter à 3 ans pour voir nos premières armes en action. On ne verra pas l'animal se faire tuer, on ne verra pas son cadavre, on ne verra même pas l'impact du tir. On verra tout au plus quelques gouttes de sang sur l'herbe et sur la flèche du chasseur. Tout est fait pour édulcorer au maximum l'acte de chasse. La prochaine vidéo où on retrouve quelque chose qui ressemble à une scène de chasse a 4 ans, et elle a exactement le même problème. On voit le tireur, mais pas le résultat. On a donc aperçu un ragondin sur notre gauche. Je l'ai touché, je pense. Dans l'eau, bon, c'est moins facile quand même. On n'a pas réussi à l'immobiliser net, quoi. Je pense pas qu'il s'en tire. La mort est suggérée, mais elle n'est surtout pas montrée. On notera qu'il n'est pas sûr de l'avoir tué, mais qu'il va pas aller vérifier, et donc potentiellement le laisser agoniser, parce que de toute façon, il ira pas bien loin. Et plus on remonte dans le temps, moins ils prennent de précautions. Comme dans cette vidéo, mise en ligne il y a 8 ans, dans laquelle on ne verra pas l'oiseau se faire tuer, mais on verra tout de même son cadavre. En 2020, ils se sont offerts un tout nouveau site internet qui est dans la continuité de tout le reste, Expliquer la chasse aux non-chasseurs. Comme sur Instagram et YouTube, on est accueilli par de très jolies images, sans violence, avec des chasseurs souriants, pas la moindre goutte de sang, on n'y fait même pas référence à la mort d'animaux. Alors que pourtant c'est leur site, ils pourraient mettre ce qu'ils veulent dessus. Du coup, si on se fie uniquement à la communication de la FNC, puisqu'apparemment c'est complètement anecdotique de traquer et de tuer des animaux, si demain on l'interdisait, les chasseurs ne seraient pratiquement pas impactés. Ils pourraient toujours se promener en forêt entre amis, planter des haies, et protéger les zones humides. Une fois encore, la réalité est moins glamour que leur discours. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Ça fait plaisir. 22 millions. C'est le nombre d'animaux qui ont été tués par les chasseurs sur la saison 2013-2014, soit environ 23 animaux par chasseur. C'est loin d'être anecdotique, mais pourtant la FNC n'en parle jamais. Et encore, il s'agit d'une fourchette basse, car sur les 91 espèces chassables, 31 n'ont pas pu être analysées, faute de données. Donc il y a fort à parier que ce chiffre soit en réalité plus important. Occulter aussi systématiquement un aspect de leur pratique qui implique autant de morts ne nous paraît ni sincère ni transparent. Et on n'a même pas parlé des victimes humaines. Mais les porte-paroles de la chasse ont bien compris que ce n'était plus possible aujourd'hui, que la majorité de la population rejette ce genre de comportement et qu'il ne faut surtout pas mettre l'accent sur les armes et la mort. C'est pour ça qu'ils ne nous montrent pas la chasse dans son entièreté et que les aspects les plus violents ne sont pas abordés. La FNC ne va pas dépenser des millions d'euros pour faciliter la vie des anti-chasses. Même si c'est ce qu'ils font quand même. S'ils ne veulent pas voir la pratique se faire abolir, les chasseurs doivent contrôler au maximum l'image qu'ils renvoient. D'ailleurs, le directeur de la communication de la FNC se vante que les chasseurs s'auto-censurent entre eux. Ce nouveau mot d'ordre est en train de gagner du terrain et on le retrouve sur différents sites, et également dans la bouche de certains défenseurs de la chasse. Pour conclure, petite citation du responsable de la com de la FNC, « Notre seul objectif désormais est de donner une bonne image de la chasse ». Cette phrase résume à elle toute seule tout ce qui ne va pas dans la démarche des chasseurs. Pour améliorer leur image, ils ont tout intérêt à dire qu'ils sont sincères, authentiques et transparents, mais comme on a pu le voir dans cette vidéo et comme on le verra aussi dans les suivantes, en fait ils ont tout intérêt à ne surtout pas l'être. C'est pourquoi la FNC nous remplit les poches, en essayant d'associer la chasse à d'autres choses, comme la science, l'écologie ou encore la convivialité. C'est pour détourner notre attention de ce que chasser signifie réellement, c'est-à-dire guetter ou poursuivre des animaux dans le but de les tuer, de les détruire ou de les capturer. On a déjà vu qu'il existait plein d'autres options pour retrouver les sensations que les chasseurs mettent en avant dans leurs clips. La seule chose que tu ne peux avoir qu'en chassant, c'est le plaisir de traquer et de tuer des animaux. C'est ça, le propre de la chasse. Tout le reste n'est que tentative de nous le faire oublier. Dans cette vidéo, on a choisi de se concentrer sur leur campagne de publicité parce que contrairement à des interventions à la télévision où ils peuvent être interrompus par des questions désagréables ou à des vidéos YouTube qui sont réalisées par des personnes qui n'ont aucune expérience en communication, les affiches et les vidéos qu'on a analysées ici sont le fruit d'un long travail commun entre l'élite de la chasse et des experts en communication. Les arguments que nous avons décortiqués ici sont ce que la FNC a de mieux à nous proposer. Dans une prochaine vidéo, on te parlera de ce que les chasseurs essaient de cacher derrière leur publicité, comment ils polluent l'environnement, comment ils essayent de s'accaparer les subventions publiques et de descendre les associations écolos qui tentent de s'opposer à eux.
mais surtout, on te montrera en détail comment se passe réellement une partie de chasse. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo, elle compte énormément pour nous. Si jamais elle t'a plu et surtout si tu souhaites faire abolir cette pratique le plus rapidement possible, n'hésite pas à lâcher un like, à laisser un commentaire, voire même à nous soutenir financièrement si jamais tu en as la possibilité. En attendant la prochaine fois, on te souhaite bon courage dans ta tentative de rendre ce monde meilleur. Allez, tchuss! Bon, on va se faire un time's up? Allez!